j'ai retenu ma leçon. Mais, donc, ne datez pas une américaine à 19 h, mais surtout à New York. Tu as été informé que tu es enregistré, oui. Tu acceptes, et tu choisis une durée de 1 à 99 ans. Alors oui, j'accepte d'être enregistré pour une durée de 90 ans. Allons-y, donc cette étude de cas, elle a lieu parce que soit tu es VIP, soit tu l'as acheté. Donc quel est lequel de ces deux cas? Donc du coup, je suis VIP Echo depuis 6 mois. Donc je t'avais déjà appelé au tout début de mon abonnement, et donc du coup c'est pour faire suite, et en même temps du coup je pense avoir fait le tour de ce qui m'intéressait. C'était donc un moyen de te remercier et du coup de mettre fin à l'abonnement après cet appel. Soit, bah écoute, je vais pas te dire que je m'en réjouis, c'est jamais agréable de voir partir quelqu'un, oui. Mais c'est bien la preuve qu'on est libre de partir quand on veut, ce qui de nos jours, sachant les pratiques de certaines sociétés en matière d'abonnement, où tu sais quand tu rentres, mais tu sais jamais quand tu pourras t'en sortir, prouve encore une fois que chez nous, on ne mange pas de ce pain-là et que tout est clair. Alors on t'écoute sur la question. Tout à fait. Donc du coup, pour remettre le contexte, donc je t'avais appelé en avril de cette année, et c'était l'épisode que tu avais intitulé « Il faudra s'arracher le cœur ». Donc dessus, on avait parlé d'obsession amoureuse et de mémoire poétique. Donc j'étais pas en très bon état à ce moment-là, et donc j'avais déjà de ton contenu à l'époque, et j'avais pris un abonnement pour pouvoir profiter d'autres séminaires, et en même temps les autres avantages que tu offres, donc comme le Slack, qui permet de parler à plusieurs membres, VIP également, pour partager sur des sujets avec des gens qui ont à peu près la même vision, je pense. J'ai également pu voir tout ce qui était tes podcasts VIP, donc ça je les ai dévorés de manière intégrale. Il y en avait un d'ailleurs qui m'a un peu rappelé mon histoire. Donc voilà, tous les petits bonus. J'ai également eu un code promo pour les 6 mois de fidélité, donc une petite offre qui était très sympa d'ailleurs. Et le dernier séminaire que j'ai pris aussi, c'est celui sur le H pur, que je trouve vraiment très intéressant. L'avantage avec tous tes séminaires, c'est dès qu'on recoupe toutes les connaissances que tu partages d'un séminaire ou un autre, ça fait une bonne synergie qui fait qu'on comprend bien à chaque fois différents procédés que des fois on n'a pas avec un seul séminaire. C'est un peu le but. Si un semestre d'enseignement quelconque pouvait se résumer en une demi-journée, ça se saurait. Et puis les années scolaires ne feraient pas un an, elles feraient une journée. Oh, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y en a qui prennent un séminaire et qui pensent avoir tout. Ah bah oui, pour bien montrer sûr. Comme quoi, l'avantage, voilà. Je sais moi-même que je suis écouté, donc voilà. Donc là, pour ce séminaire, enfin pour cette étude de cas, pardon. Ça me rappelle, sans vouloir toujours tout ramener à moi, mais bon, en même temps, c'est quand même, j'ai qu'une vie et j'ai qu'une chaîne, donc, enfin, j'ai une vie et 2 chaînes. Donc je ne vois pas chez qui d'autre j'irai puiser les anecdotes. Ça me rappelle à l'époque où je faisais des relookings, époque maintenant officiellement révolue, où les gens, voyant la fin de la demi-journée ou de la journée approcher, me disaient « Bon bah ça y est, je sais m'habiller ». Oui, écoute Coco, il est 18 h, on a commencé à 14 h, comment te dire ? Est-ce qu'il y a un autre domaine de l'existence dans lequel tu peux prétendre qu'en ayant commencé à 14 h, ou à 13, ou à 12, ou même à 11, et en ayant fini à 18, est-ce que tu peux prétendre que tu sais faire quelque chose? C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire de la mécanique, est-ce que tu penses que en t'y mettant à 11 h, est-ce qu'à 17 h 30 tu vas savoir? Si tu ne sais pas cuisiner et que tu ne l'as jamais fait de ta vie, est-ce qu'en t'y mettant à 11 h, à 17 h 30 tu vas savoir? Si tu n'as jamais dessiné de ta vie, est-ce qu'en t'y mettant à 11 h 30, à 17 h 30, tu vas savoir? Si tu n'as jamais joué de musique, etc. Et en fait, on me regardait avec des yeux un peu absurdes,
Non, en fait, quand on ne sait rien, quand on ne s'est jamais intéressé à un domaine, quelle que soit la personne avec qui on y rentre, en général, on en sort avec plus de questions qu'on y est rentré. C'est ça un bon enseignement, un bon professeur. Un bon professeur de littérature ou de théâtre n'est pas quelqu'un qui vous résume et vous explique ce que vous n'avez pas envie de lire. C'est quelqu'un qui vous donne envie de lire plus. Et il y a des QI à deux chiffres qui ne comprennent pas et qui disent « Mais ça fait des années que je te suis, que tu me parles de tes putains de séminaires. J'en ai acheté un, je comprends pas. J'ai l'impression de ne pas tout avoir dedans. » Oui, c'est un peu une question de mongolito, en fait. Si tout n'est... Pourtant, Dieu sait qu'on va quand même, tu le confirmes, à l'extrait sec. Dieu sait que j'essaie d'être dense, mais à un moment, écoute, si tu veux tout savoir sur tout, tu t'achètes la lecture de la Bible et tu le lis en accéléré en vitesse x15. Tu comprends? Comme ça, tu auras peut-être fini dans la journée et puis tu feras plus chier. Voilà. Puis comme ça, le lendemain, tu fais la Torah et le surlendemain, tu fais le Coran, etc. Et comme ça, le 7e jour, tu te reposes et puis tu as tout le savoir de l'humanité. Puis surtout, tu l'écoutes bien en x15 pour surtout que ça rentre plus vite. D'accord? Parce que tes capacités cognitives sont telles qu'évidemment, tu comprends tout en accéléré. Hein, c'est pour ça que tu n'as rien fait. Enfin, voilà. Écoute, on te remercie pour les compliments. Mais alors, quelle est la question, du coup? Alors, la question, c'est par rapport au fait de la reconstruction et devenir plus fort, donc titre d'un de tes séminaires que j'ai réécouté maintes et maintes fois pour m'en imprégner le plus possible. En fait, j'avais déjà essayé de t'appeler plusieurs fois, mais bon, les agendas concordaient pas forcément et tout, donc j'étais encore dans des autres phases que tu as expliquées. Là, ça serait comment réussir au mieux la phase que tu décris comme accepter son côté obscur, donc accepter sa part d'ombre, là où à un moment, phase 4. pendant un temps, phase 5, je crois, de mémoire, parce qu'il y a je crois que la phase 4... Ah oui, c'est Take the Power Back, c'est reprenez le pouvoir, pardon. Voilà, autant pour moi, tu as choisi le séminaire parmi tous, dont la trame n'est pas de moi, et je l'ai dit d'ailleurs, tu es témoin que je le dis explicitement de qui c'est de Donald Epstein, il n'a rien à voir avec l'autre Epstein, qui a découpé un processus de guérison en 8 étapes, et je trouve que ces 8 étapes sont bien vues, et je développe et je creuse dessus. C'est la seule des 129 demi-journées où la trame n'est explicitement pas de moi. Voilà. Sinon, je suis toujours parti d'une feuille blanche, sauf cette fois-ci, et tu es témoin que je le dis, hein, c'est pas caché. Oui, tout à fait. À chaque fois, tu cites tes sources de toute manière, ou même certaines phrases, tu cites beaucoup Dr Love, qui lui-même, je pense, devait prendre sur d'autres trucs, tout ça. Donc voilà. Et donc pour donner le contexte, bon, je vais résumer vite fait. La première fois que je t'avais appelé, c'était suite à une rencontre avec une fille qui m'avait un peu fait des jeux et qui m'avait perturbé là où je pensais que c'était acquis, et puis finalement non, elle s'était mise avec quelqu'un d'autre qui m'avait retourné. Ce qu'on appelle dans le métier le coup de Trafalgar. Ouais, le coup de Trafalgar, c'est quand tu crois, quand tu es convaincu jusqu'à ton dernier... jusqu'à la dernière seconde de la journée, tu es convaincu que quelqu'un est tien, et puis un jour, tu découvres que cette personne n'est pas tienne, qu'en fait, tu croyais que c'était gagné et acquis, et qu'en fait, c'est tout le contraire. Ça, on appelle ça le coup de Trafalgar, parce que ça te met sans dessus-dessous. Voilà. C'est ça, comme un bon crochet à la boxe que tu te prends en pensant être tranquille et qui te met bien à terre. C'est ça. Et pour expliquer un peu comment j'étais juste avant, pendant les presque, maintenant ouais, ça fait 6 mois, hein, ça passe vite. Pendant au moins 2 mois, j'ai eu le sommeil perturbé. La première semaine, pendant 1 mois presque, ça a été, je me réveillais 4 fois dans la nuit, boule au ventre, à penser à elle, très 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 désagréable. Donc j'avais déjà un processus déjà de mettre bien avant elle, de la rencontrer, de me remettre au sport, découvrir, essayer de me faire un cercle social, faire beaucoup plus d'activités et autres. Et avec elle, en fait, elle m'a replongé là où ma relation d'avant qui avait duré 8 ans, je devais être
phase 3, phase 4, donc j'étais parti, parce que c'est moi qui avais décidé de partir. Avec elle, je suis redescendu, oui, à la phase 1 ou 2, quoi, vraiment au plus bas que l'on puisse être. Ce que tu décris très bien, c'est que au début, on a mal et on cherche pas forcément à s'en défaire tout de suite. On essaie déjà c'est comme quand on est tombé... Il y a forcément des gens, voilà, c'est ça. il y a forcément des gens parmi nous qui ont des souvenirs de vélo, de VTT, de skateboard. Et il y a un moment où on est par terre et tout de suite quelqu'un vient vous, si vous êtes en groupe, tout de suite quelqu'un, en fait vous êtes sonné en fait, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de douleur et de surprise. Et tout de suite quelqu'un vous tend la main pour vous relever et paradoxalement, hein, contrairement à toute attente, on n'a pas envie de se lever dans la seconde. C'est qu'on est content que quelqu'un tende la main, mais en même temps, on a besoin de prendre 2, 3, 4, 5 secondes pour se relever. Et quand quelqu'un nous tire debout trop vite, eh ben c'est paradoxalement presque déplaisant en fait. Tu vois, parce qu'il faut le temps qu'on intègre la douleur. Est-ce qu'on s'est brisé quelque chose? Est-ce qu'on ne se l'est pas brisé? Est-ce que les pieds fonctionnent? Est-ce que les mains fonctionnent? Est-ce que l'épaule s'est pas déboîtée? Et si quelqu'un tout de suite veut vous relever, ça vous gêne, tu vois, voilà. Donc les gens qui ont déjà souffert et qui ont déjà engrangé des traumas, alors maintenant on dit que tout le monde a des traumas, bon, évidemment c'est nier le sens même du mot, parce que c'est nier le sens même du mot moyenne et des bornes. Tout le monde ne peut pas être au-dessus de la moyenne, sinon ça veut dire qu'on galvaude le sens du mot moyenne, tu vois. Donc tout le monde ne peut pas avoir un trauma, ou alors on s'avère qu'on galvaude le sens du mot trauma, mais quand on a vraiment eu un choc, physique ou mental, eh bien, si quelqu'un immédiatement veut vous emmener, je sais pas où, dans un parc à la lumière, etc., ben vous allez presque lui en vouloir, alors que 6 mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, c'eût été bénéfique. J'ai un très bon cas qui m'est arrivé justement pour illustrer ça, c'est que bon bah je vais au travail, bon j'essaye de cacher plus ou moins ma peine pour pas on l'a tous fait. Tout le monde tous voilà. On l'a tous fait. Et j'ai ma collègue qui bon j'en parle un petit peu que ça va pas bien et tout et dans l'ascenseur elle me dit bon allez c'est bon vas-y faut aller mieux maintenant enfin et j'ai failli fondre en larmes devant elle. Il y a un autre collègue qui m'a vu, enfin ils ont vu mon expression, il fait ah oui, effectivement, bah attends, viens, viens, suis-nous, on va prendre un café par là. Enfin, j'ai failli m'écrouler devant eux, c'est pitoyable presque, mais bon. Et donc après, j'ai essayé de mettre en place quand même certaines choses pour changer mes habitudes. Déjà, j'ai changé de salle de sport aussi, changé un peu de milieu. Pourquoi tu l'as fréquenté là-bas? Non, même pas. Non. Alors par chance, c'est que cette fille-là, on n'était pas dans le même coin, elle n'était pas dans mon cercle d'amis. Donc du moment où elle est partie, j'avais aucune chance de la recroiser déjà. Mais je sais pas, il y avait une envie de changement en fait. La salle où j'étais ne me correspondait plus, donc j'ai voulu une autre salle un peu plus qualitative. L'avantage de cette nouvelle salle, c'est qu'il y avait des cours de boxe. Donc justement, c'était un très très bon moyen de me défouler. Taper sur les gens. Ouais, alors là, c'était pas sur des gens, c'était que sur des sacs, mais bon, c'est pareil. Donc, c'est pas des cours de boxe. Oui, voilà, mais il y avait quand même un prof de boxe thaï, donc il apprenait vraiment des coups assez techniques. C'était pas. Non, mais quand personne répond, c'est pas de la boxe, hein, faut arrêter là. Tous les gens qui tapent dans des sacs là. Mais ça m'a donné déjà une première envie peut-être de m'y mettre un peu plus sérieusement. Bref, et dans cette période-là, c'est que, comme je l'avais dit, c'est que je ne fréquentais pas que cette fille, même si c'est elle que j'espérais pour l'instant me poser. Et coup du sort, c'est que elles sont toutes parties à ce moment-là. Donc pendant 3 mois, je n'ai fréquenté quasiment personne. Je pense que j'étais pas forcément dans les bonnes conditions pour rencontrer quelqu'un. Jusqu'au moment où 3-4 mois, ça commence à aller mieux, même s'il y a toujours des petits résidus, et où, entre guillemets, tout me tombe dans les bras. Donc, un peu le côté reprise de pouvoir, peut-être. Jusqu'à un moment où je me suis un peu retrouvé à la place de la fille qui m'a mis mal, où finalement, j'ai été avec une fille auquel je reconnaissais de nombreuses qualités, où j'espérais pouvoir construire quelque chose, mais qui finalement ça n'a pas cranté. Je n'ai pas eu l'envie d'aller dans des choses plus sérieuses avec elle. Alors, je suis désolé de te presser parce que tu es quelqu'un de relativement clair et tout à fait sympathique, mais quelle est la question? Alors,
comme je disais, c'est là comme je suis dans une phase où un peu tout me réussit, est-ce que je suis toujours dans le côté accepter le côté obscur? Alors je me suis dit, est-ce que mon côté obscur, c'est finalement de profiter parce que du coup j'ai plusieurs possibilités de relations en fait, donc là pour l'instant toutes celles que je fréquente c'est clair et net que ce soit des deux côtés et que c'est pas forcément pour des choses sérieuses. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider ou à l'inverse qui peut nous laisser dans la phase du côté obscur en fait? Parce que pour l'instant je suis sur la bonne voie ou pas non, du tout, alors, en fait. alors il m'est délicat de répondre parce que ma réponse doit être en forme de un peu d'entonnoir ou de triangle isocèle, c'est-à-dire que ma réponse doit à la fois embrasser les gens qui n'ont aucune idée de ce dont tu parles, c'est-à-dire aucune idée de cette... Alors attends, tétra c'est 4, donc 8 c'est quoi? Cette octo... Ce raisonnement octogonique avec 8 côtés ou 8 phases qui ne sont pas forcément les unes derrière les autres, qui ne sont pas, comment on dit quand c'est l'un derrière l'autre, je perds mon français, les choses une derrière l'autre, c'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire qu'on peut, on peut revenir en arrière, on peut stagner, on peut faire un saut en avant, on peut faire un saut en arrière. Donc, c'est d'expliquer à des gens qui n'ont pas forcément ce cours-là, ce module-là, cette formation-là, ce séminaire-là, et tout en te répondant à toi. Voilà. Et ça, c'est pas évident. Ce que je dirais, c'est que manifestement, tu joues avec les règles du jeu que le monde contemporain, notamment anglo-saxon, mais pas que, nous a imposé, qui s'appelle le dating. Je rappelle qu'il y a 20 ans, quand je disais que les gens en secret dataient, c'est-à-dire voyaient plusieurs personnes en parallèle, à l'instar à l'instar de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, mais ne le disaient pas, on me traitait de fou, en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu promeus le je sais pas quoi, tu promeus le mensonge, tu promeus la mécanique des sentiments, tu promeus la manipulation, etc. » Je ne promeux rien, je mets des mots sur ce qui se passe. Et je disais simplement que les anglo-saxons, enfin plutôt les anglos que les saxons d'ailleurs, avaient la supériorité sur nous de nommer les choses. Parce que eux, ils disent clairement, on date. Quand tu dis que tu as un date là-bas, tu peux très bien, je l'ai déjà raconté, ça m'est arrivé à New York il y a des années, j'avais un date à 19 h, ce qui est assez classique là-bas puisqu'ils dînent très tôt, et la meuf avait un autre date à 21 h. Et à 20h45, quand elle s'est barrée à un autre date, je peux te garantir que je me suis vraiment senti l'air con. Et j'ai dû en parler à un Américain qui m'a rappelé que c'était parfaitement normal, surtout à New York, et qu'elle en avait peut-être même 3 d'ailleurs, peut-être un à 19 h, un à 20 h et un à 23 h. Voilà. Donc ça ne m'est plus jamais arrivé parce que j'ai compris, j'ai retenu ma leçon, mais donc ne datez pas une américaine à 19 h, mais surtout à New York, mais voilà, donc tu joues avec les codes du jeu, ce qui est le seul moyen de ne pas souffrir, parce que le problème n'est pas de gagner à tous les coups, le problème c'est de jouer avec des règles à jour. Car si tu joues dans le monde digital et dans le monde où il y a une logique de contrat de couple, si tu joues avec les règles du modèle organique, c'est-à-dire du modèle d'avant, c'est-à-dire du modèle séquentiel où tu avais un crush pour quelqu'un, tu faisais tout pour que ça marche, et si ça marche pas, ben, tu digérais et puis tu passais à la suite péniblement, et bien si tu joues avec les règles du monde organique dans le monde digital, tu n'as aucune chance sinon que de devenir fou en fait. Donc, la première chose, c'est que, à tort ou à raison, pour ta santé mentale, et même à la limite pour tes chances, en fait, de rencontrer la bonne personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'innombrables enquêtes de rue sur TikTok, sur Insta, etc., le démontrent, tu sais, ces enquêtes où des gens, notamment des hommes, tendent le micro à des femmes dans la rue et où elles répondent plus ou moins spontanément. D'innombrables enquêtes attestent de ce que je dis depuis 20 ans là-dessus, et d'innombrables personnes de sexe féminin
de la jeune fille à la femme d'expérience te répondent qu'elles ont entre 1 et 5 partenaires à la fois. Et je ne l'approuve, ni ne le valide, ni ne le défends, ni ne le combat, ni rien. Je décrypte la réalité. Et quand tu te heurtes à quelqu'un dont l'investissement est partagé entre 5 personnes, bien évidemment que toi, si tu lui donnes tout ton cœur et toute ton âme, si tant est que t'en aies une, évidemment qu'elle trouvera sa louche. Car les femmes donnent leur cœur aux vaincus et vice-versa, et certainement pas aux plus méritants, aux plus valeureux. Voilà. C'est généralement à celui qui a du capital et qui s'en fout un peu. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le décide, c'est la réalité. Voilà. Les offres sur l'intégralité des formations, tu le sais, je te le rappelle chaque année, c'est l'anniversaire du site en mai et c'est Noël. Alors, l'anniversaire, c'est un peu loin. Noël, en revanche, ça approche. Et justement, parce que ça approche dans quelques semaines, je t'encourage à visiter notre fonction Wishlist. Voilà, rends-toi sur Math Consulting, connecte-toi à ton compte, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs d'en créer un, le cas échéant, ou si tu avais oublié ton mot de passe, de le réactiver. Et ajoute tout simplement les formations qui te font de l'œil, qui te font du pied, qui t'intriguent, à ta wishlist. La wishlist, c'est cette fonction que nous avons implémentée avec le revival du site cette année. C'est la fonctionnalité que nous avons pensée pour les gens prévoyants et intelligents. Comme ça, quand le gong sonnera, eh bien, tu seras prêt à en balancer tout ou partie dans ton panier et à passer, le cas échéant, à la caisse. Alors, rendez-vous dans ta wishlist. De mon explication, pour ne pas dire une démonstration, car je ne démontre rien du tout. Deuxième point de mon explication, de la même manière que le météorologue n'empêche pas de pleuvoir, c'est pas parce que tu joues correctement tes cartes que tu t'empêches de souffrir. Car même en jouant ces cartes plutôt correctement, il y a des circonstances généralement arbitraires, il y a des circonstances dans lesquelles, pas de bol, il y aura un moment où tu seras en faiblesse, il y aura une personne qui va s'incruster, qui va s'enfiler juste sous la peau de ta mémoire poétique, d'accord, par un geste, par une absence, par une attention, par une chanson, par un regard à un moment donné, voilà. Et là, t'as beau jouer avec les cartes près de ton buste, comme on dit en anglais, playing the cards close to your chest, t'as beau jouer ta partie avec les cartes bien rabattues, eh ben, il y a une petite aiguille, un petit brin d'air qui s'est enfilé sous les cartes et qui va te soulever, voilà. Et une fois que tu es soulevé, eh bien, le jeu redevient finalement une histoire de force et de sentiment. Et tout à coup, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus rien, et tu brûles. Voilà, tu brûles, tu es en combustion spontanée. Il y a eu l'essence, il y a eu l'air, et il y a eu l'étincelle, tu vois. L'air, c'est la distance. L'essence, c'est l'essence de la personne. Là, je suis en train de décrire le principe du moteur à combustion. Je dis ça pour les femmes qui n'ont aucune idée de ce dont je suis en train de parler. Un moteur à combustion, c'est une étincelle de l'essence et de l'air. L'air, c'est la distance et le manque. L'essence, c'est l'essence de la personne. Et l'étincelle, c'est le geste qui va tout embraser. Tu vois ? Si on n'a pas d'air et qu'on n'a donc pas de distance, pas de rythme, qu'on est tout le temps collé, ça ne peut pas s'embraser. S'il y a de l'air mais pas d'essence, parce que la personne n'a pas de flux, pas d'odeur particulière, pas de caractère particulier, ne fait rien de particulier, ça ne peut pas s'embraser. Et s'il n'y a pas d'étincelle, ça ne peut pas s'embraser. Les trois sont nécessaires. Et quand ça s'embrase, il y a mise en branle du vilebrequin, de l'arbre à cames, du moteur, et après, la machine est partie, et après, il faut un volant, une direction pour ne pas se prendre le mur. Le volant et la direction, c'est la force mentale, et la vision, la vista. Tu vois ? C'est-à-dire que si tu as le moteur à fond, mais que tu n'as aucune vision, que tu ne comprends rien, et que tu fonces dans le mur, tu vas finir handicapé. Voilà.
ou morts, comme beaucoup de suicidés, qui sont toujours des hommes d'ailleurs, 8 contre 1. Donc voilà, à un moment, pour des raisons qui ne nous regardent pas, le moteur s'est emballé. Et là, quand le moteur s'emballe, ça redevient quelque chose de vital, de pulsionnel, d'organique. Et tout à coup, les 3-4 autres plans de distraction, plus ou moins, que tu avais dans tes cartes, n'ont plus aucune importance, en fait. Parce que quand quelqu'un a emballé le moteur, je peux te dire qu'à côté, plus personne n'a aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'énormément de gens, pas forcément que les jeunes de tous âges, gèrent très mal le passage au monde digital du dating par opposition au mode organique, c'est qu'ils sont toujours en train d'essayer de cutter, de couper, d'isoler l'être aimé des tentations, alors qu'en fait, il faudrait se concentrer sur emballer le moteur, parce qu'en fait, en passant votre temps à essayer de le couper de la tentation, vous passez votre temps à être grincheux et chiant, ou grincheuse et chiante, et vous emballez rien du tout, alors qu'en fait, mécaniquement, une fois que vous avez emballé la machine, il n'y a plus personne d'autre. Et votre boulot en tant que partenaire devrait être tout le temps de rendre votre copain dingue ou votre copine dingue de vous, puisqu'une fois qu'il est dingue de vous et qu'en plus il y a l'air pour que vous lui manquiez, il n'y a pas de concurrence. Tu vois ? La concurrence arrive quand en fait vous baissez dans son estime parce que vous en foutez pas une et qu'il commence à s'ennuyer ou qu'il a l'impression d'en faire 10 fois plus. Et là, la concurrence arrive, mais sinon, il n'y a pas de concurrence. Donc, tu as joué le jeu d'une manière relativement contemporaine et relativement intelligente, ce qui doit, si quelques femmes non averties écoutaient cette conversation, ce qui doit les rendre absolument folles, parce qu'elles doivent se dire, mais comment a-t-il osé fréquenter plusieurs personnes? Sauf qu'en fait, désormais, c'est la norme, et il y a même beaucoup plus de femmes qui le font que d'hommes parce qu'elles peuvent, alors que beaucoup d'hommes ne peuvent pas. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on joue au mieux qu'on ne souffre jamais. Et troisièmement, le fait d'avoir une rampe, comme celle des 8 étapes, une échelle à 8 barreaux, comme celle que je suggère dans ce séminaire, j'aurais très bien pu, de la même manière que le test elle et lui par exemple, j'aurais très bien pu réécrire une échelle. Par exemple, le test masculinité-féminité, comme j'en ai pas trouvé de satisfaisant, je l'ai réécrit. L'échelle à 8 barreaux, pourquoi j'en ai pas réécrit une? Parce que ce que j'ai trouvé me semblait satisfaisant et meilleur que ce que j'aurais fait moi. Tu comprends? Donc c'est une forme d'humilité. C'est-à-dire que voilà, c'est très bien, je n'aurais pas fait mieux, je reprends et je cite de qui elle est. Et avoir une échelle à 8 barreaux ne veut pas dire qu'en y mettant l'effort suffisant, je vais arriver au 8e barreau et ne plus jamais descendre. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai... c'est qu'on peut... Vas-y. Pardon. En fait, ce que tu décris, c'est qu'on peut très bien être au niveau 6 et redescendre à 0, mais par contre, pour aller au 6, il faut toujours aller d'une barre à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on peut pas aller de 3 à 5 ou de 5 à 8. Il faut à chaque fois... La première fois, il faut éprouver un peu tous les barreaux pour savoir où on est. Et quand on est arrivé à son sommet, il faut accepter qu'il y aura des rechutes. Mais que lors de ces rechutes, on saura reconnaître où on est, car on l'a déjà vécu. Et on a la mémoire de la sensation. C'est remplacer la mémoire poétique par la mémoire de la sensation. Quand je suis en 1, je sens ça. Tu vois, c'est comme quand on a déjà eu un virus ou une maladie. La deuxième fois qu'on a le même virus, on le reconnaît. Moi, par exemple, la deuxième fois que j'ai eu le Covid, je l'ai reconnu. J'ai même pas fait de test, puisque j'ai reconnu que c'était exactement les mêmes symptômes. La sensation d'avoir l'esprit complètement... le cerveau à l'envers, espèce de nausée, tu vois. Donc, c'est pas... On ne se préserve pas d'avoir des coups de mou, de la mélancolie, du vague à l'âme ou quoi que ce soit. On sait, quand on retombe un peu dans le trou, on sait où on est, on sait exactement ce qu'on ressent, on sait combien de temps ça dure, et on prend son mal en patience et on fait le dos rond.
Tu vois? Alors que quelqu'un qui ne sait rien, panique et a des comportements totalement irrationnels, devient irascible et souffre. C'est un peu comme quelqu'un qui prend jamais l'avion versus quelqu'un qui prend régulièrement l'avion. Quand on annonce un retard ou quelque chose d'indéterminé, ben la personne qui prend régulièrement l'avion, elle est calée dans son lounge ou elle est calée dans la salle d'embarquement à un endroit à côté de la fenêtre. Elle a ses écouteurs avec de la musique ou un podcast ou un anti-bruit. Et elle sait très bien qu'elle arrivera à destination 1 heure de plus, 1 heure de moins, voilà. Tandis que celui qui ne prend jamais l'avion, évidemment, quand on lui explique que l'appareil est bloqué pour une raison technique indéterminée, qu'on ne sait pas que si, qu'on ne sait pas quoi, il est en proie, il est en proie à toutes les angoisses. Et il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais mon Dieu, si on part pas, que vais-je devoir faire, on devra aller à l'hôtel, on sera à la rue, où est mon bagage? Et tu les vois en train de transpirer et de s'agiter. Et puis après, ils vont s'enfermer dans la salle de fumeurs, là, espèce de mouroir, de cercueil en verre, là, et il va cloper parce qu'il est en panique, tu vois. C'est à un moment, avoir le vécu de différentes sensations ne permet pas d'éviter l'angoisse. Ça permet simplement d'y ancrer un guide, en sachant que là, bah, on est en 4/8, on est en 3, on est en 5, et qu'à ce moment-là, on est à peu près à telle distance de revenir à se sentir bien, et voilà ce qu'il faut faire. Un peu comme une forme de médecine traditionnelle qui reconnaît les symptômes et prescrit telle ou telle potion, telle ou telle herbe et un peu de patience, pour faire un parallèle un peu ésotérique, même si je ne me soigne pas à la médecine traditionnelle, enfin en tout cas pas toute. Et voilà, c'est avoir une échelle mentale, une échelle de santé mentale, ne veut pas dire qu'on va tous les jours de sa vie à partir de maintenant exhaler le succès. Ça veut dire qu'on aura voilà, du vague à l'âme, de temps en temps le souvenir de tel ou tel échec ou de tel mauvais choix ou de telle désillusion relationnelle reviendra. Mais quand il reviendra, on saura où on en est, on saura si c'est temporaire, on saura si c'est un artefact, on saura si c'est plus profond, et si c'est plus profond, ben on essaiera de se demander pourquoi, et on essaiera de se souvenir qu'est-ce qu'on a fait quand on était en phase 1 la dernière fois, parce qu'on l'a noté, enfin en tout cas on devrait l'avoir noté, etc. etc. Et puis, si tout ça est flou, eh ben on se référera à la fiche du séminaire de Tonton Stéphane. Et comment on obtient la fiche? En donnant un avis et surtout après avoir écouté ton séminaire. Voilà, et ça c'est le but, c'est quoi? Parce que certains disent « Ah mais c'est pas normal, on nous demande une note et 2 lignes pour obtenir la fiche, c'est une demande qui est monstrueuse, c'est de la torture. » Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que sinon il n'y aurait pas d'avis, parce que en fait quand tout va bien on ne laisse pas les avis, on laisse les avis quand on n'est pas content. Donc il n'y aurait que les 1 ou 2% de pas contents, les 98% de contents ne laisseraient pas d'avis. Et donc, qu'est-ce que je ferais? Ben, je serais obligé de faire comme tous les vendeurs de formation sur Internet, mettre des faux avis, et ça, je ne veux pas. Puis surtout, ça nous aide, nous, les VIP, à savoir quoi choisir dans les différents séminaires, parce qu'à un moment, dans la phase justement où j'essayais d'aller mieux, j'avais pris un autre séminaire qui s'appelait Rupture Like a Boss, où tu décris plutôt la mécanique des nouvelles relations d'aujourd'hui, et où en fait tu as plus parlé à un moment d'éviter des fois des relations où tu le sentais pas, plutôt que d'y aller. Et en fait, moi, j'étais pas dans cette phase-là. En regardant les avis, j'avais vu que c'était pas ça, et que c'était plutôt l'autre séminaire dont on parle qui était plus fait pour moi à ce moment-là. J'approuve, j'ai rien à rajouter. Voilà. Et je sais que justement dans cette phase où à un moment j'étais en pleine quête de
de réponse, bon, que je n'aurais certainement jamais. C'est là où, justement, sur les TikTok où tu parles des interviews, tu tombes sur énormément de charlatans qui font des vidéos que faire pour récupérer son ex, le tirage des cartes, les trucs de loi de l'attraction et tout. À un moment... Oui, non, mais ça, c'est vraiment le marqueur de la charlatanerie. Je ne nommerai personne, mais enfin, bon, on les connaît. Il y en a 3, principalement. Il y en a, Oui, voilà. peut-être un, on va l'excuser parce qu'il n'est pas 100% mauvais, celui qui a changé de nom là, mais enfin les 2 autres qui n'ont pas changé de nom, Ben Abdallah et je ne sais même plus comment il s'appelle l'autre, là je le connaissais de FTS il y a 17 ans et je me rappelle dès qu'il avait un truc à vendre, on va pas te le citer, mais enfin bon, je vous laisse deviner entre les lignes, dès qu'il avait une nouvelle idée, je me rappelle, il m'appelait, il disait est-ce qu'on peut se voir au fumoir, j'ai un truc pour devenir riche. En fait, son obsession, c'était pas d'inventer ou de faire de la qualité, c'était de devenir riche. Bref. Quelle blague. Et donc, voilà, quand on vous vend une méthode pour récupérer... En fait, on vous vend du maraboutage ou du maraboutisme, mais le pire, c'est que le terme a changé, mais ça marche pareil. Ah, mais totalement. Hein. Quand je suis là-dessus, bon, moi, j'arrivais à plus ou moins dissocier malgré étant mal, mais j'écoutais quand même par curiosité ce qu'il dit, mais je me dis, mais ah oui, mais je comprends que des gens qui soient faibles et qui soient en mauvais état, ils tombent là-dedans, quoi. C'est vraiment du vol, quoi. Bah écoute, ça tombe bien, je ne vise pas particulièrement les QI à 2 chiffres comme cible, donc... Mais voilà, au moins, tu as une clientèle qui sait à peu près reconnaître et te remercier de ce que tu leur donnes derrière, quoi. Donc au moins, tu promets pas de miracle. Non. Et on sait à quoi s'en tenir. Pour revenir à ta question, il y a un barreau de la méthode, en l'occurrence le numéro 5, qui consiste à identifier sa part d'ombre, parce qu'en général, c'est par celle-là que la machine déraille. Et la part d'ombre n'est pas la même chez tout le monde, et si on ne sait pas à quel moment elle nous tend les bras, si on sait à quel moment elle nous tend les bras, c'est d'autant plus facile de l'éviter. La part d'ombre d'un tel, ça peut être la prise de risque, donc ça peut être quelqu'un qui, dès qu'il va mieux, va prendre des risques inconsidérés avec son argent, avec sa santé, avec sa salubrité, avec la maladie. Il y a des gens pour qui la part d'ombre, ça va être la malhonnêteté, tu vois, des rocancours, des gens dont, quand tu as l'impression qu'ils sont sortis de prison, bah, la première chose qu'ils font, ça va être de réarnaquer quelqu'un. Il y a des gens dont la part d'ombre peut être la violence physique, il y a des gens dont la part d'ombre peut être la luxure, il y a des gens, tu vois. Et il est très important, 1, de l'avoir identifié, et 2, de savoir et d'apprendre comment vivre avec, car tu ne pourras pas l'annihiler, tu vois, tu ne pourras pas faire de la méthode Coué sur ta part d'ombre, ça n'existe pas. Donc quelqu'un qui a la part d'ombre de la prise de risque, eh bien comment il trouve un compromis pour vivre avec, s'il ne trouve pas de compromis et qu'il s'y adonne à 100% sans retenue, eh bien cette prise de risque finira par le tuer. Hein. On voit bien le sort, et hélas, de tous les escaladeurs de gratte-ciel, ils ne meurent pas dans leur lit, hein. Ils meurent tous parce qu'un jour ils échappent une prise, tu vois. Les gens qui montent les gratte-ciel à main nue, à ma connaissance, finissent pas bien, hein. Ils finissent en bouillie pour les chiens, en bas de l'immeuble, un jour, tu vois. Donc, est-ce que la part d'ombre, c'est... est-ce que la part d'ombre, c'est le stupre, comme, je sais pas, par exemple, un Gainsbourg, tu vois, qui avait poussé la provocation et l'obsession sexuelle jusqu'aux confins de l'inceste, avec la chanson Lemon Incest, et c'est un peu là que le public lui a dit, bon, là, Serge, il va falloir arrêter, tu vois. C'est à un moment, c'est pas est-ce qu'elle est pire ou moins pire qu'une autre, c'est comment je vis avec sans m'autodétruire, tu vois. Comment est-ce que j'arrive à assouvir cette passion sans s'autodétruire, et est-ce que mon partenaire peut le supporter, et est-ce que mon partenaire peut m'y aider, tu vois. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a la passion des affaires, bah c'est quelqu'un qui préférera faire 3 infarctus que se mettre à la retraite. Comment je vis avec cette passion sans m'autodétruire? Comment est-ce que je travaille 20 heures par jour sans m'autodétruire? Quelqu'un qui a la passion du bodybuilding, comment est-ce que je vis, comment est-ce que je pactise avec cette passion sans finir dans une chaise roulante comme Ronnie Coleman? Ouais. C'est ça l'étape 5.
Et donc, si effectivement tu en es là, c'est à toi de faire ta propre maïeutique, et c'est à toi de te demander, est-ce que ta situation relationnelle actuelle, c'est-à-dire tes 3-4 copines, si j'ai bien compris, est-ce que c'est simplement... Enfin, je ne sais pas à quoi ça correspond. Moi, je n'en sais rien, je ne te connais pas, je ne veux pas savoir, je ne suis pas psy. Si on avait des psys intelligents oxymores, tu pourrais aller les voir en te greffant sur cette étude de cas, en te disant « Je pense sincèrement que M. Edouard a raison et voilà ma situation. » Là, on arrive aux confins de son analyse. À partir de là, sauriez-vous m'expliquer pourquoi, sur quel ressort ça s'appuie chez moi, pourquoi je me livre à tel ou tel choix, pourquoi est-ce que je reproduis tel ou tel schéma, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois pas, sur quoi ça fait ressort, sur quoi ça s'appuie, tu vois. Mais si tu faisais une chose, si tu allais voir un professionnel avec cette requête, non seulement il te regarderait avec des yeux écarquillés, en plus après il se moquerait de toi et de moi, et il te ferait repartir de zéro, et il n'avaliserait certainement pas mon analyse, tu vois, il la traiterait avec mépris. Alors que moi, pas du tout. Oui, la chose qu'on voit tout le temps en plus sur les réseaux des psys qui parlent, c'est l'enfant intérieur, soit vous avez manqué d'amour des parents, vous en avez trop eu, à chaque fois c'est tout le temps les mêmes schémas qui ressortent à chaque fois. Oui, puis ils ne savent jamais expliquer pourquoi des gens qui ont reçu la bonne dose de tout se retrouvent à 25 ou 30 ans à se prostituer ou droguer jusqu'à l'os. Bizarrement, ils n'ont pas d'explication. Mais à un moment, c'est pas grave de ne pas tout expliquer. Il faut simplement avouer ses limites. Et il faut éviter à recourir à une autre méthode, tu vois. Donc je ne sais pas, tu vois, j'arrive à ma limite. Nous nous sommes jamais rencontrés. Nous nous sommes parlé manifestement, si j'ai bien compris, 2 fois en 6 mois. Je ne sais pas pourquoi, actuellement, tu fais un petit coup de 4, comme dirait Pierrot, le roi du tango. Tu fais un coup de 4, ben je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, je ne sais pas pourquoi. Ok. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. J'ai envie de te dire que les hommes qui nous écoutent seront jaloux parce que très peu peuvent faire un coup de 4, et les femmes seront énervées parce que elles ne comprennent pas. Bah d'ailleurs, ça, dans la précédente vidéo, j'ai bien vu celle qui lâchait. Ah bah il a fait son comment dire, j'ai plus le nom, mais en gros, elle s'indignait que oui, j'en voyais plusieurs et qu'avec celle-là, ça n'ait pas marché. Oui, bah bien sûr, parce qu'elles ne le font jamais, bien entendu. Mais la différence, c'est que pour elles, en fait, ça représente une faiblesse, alors que pour l'homme, c'est une force. Il n'y a qu'un homme fort qui peut avoir un quatuor ou un quintet. Alors que pour une femme, avoir un quintet, c'est pas de la force, c'est de la faiblesse, c'est dire oui à tout le monde. C'est ça. Et ça a beau être l'enfance de l'art, et ça a beau être du niveau logique quasiment du CM2, elle refuse de l'entendre, elle refuse de le comprendre. Je ne suis pas en train de faire la promotion du harem. Je suis simplement en train de rappeler qu'un homme qui a le choix est quasiment au sens étymologique un surhomme, c'est-à-dire un homme qui fait partie de la moyenne supérieure, tandis qu'une femme qui se complaît dans le choix est une indéterminée, une femme faible, une femme qui ne sait pas exclure, parce qu'en fait ça n'est le signe d'aucune performance, d'aucune force, d'aucune intelligence, alors qu'un homme qui se donne le choix, c'est le signe que le mec il a soit un énorme capital physique, soit il a énormément bossé, soit il est très intelligent. Tu vois? Alors qu'une nana un peu mimi qui a le choix et qui s'y complaît, c'est juste qu'elle n'a pas la force de dire non, parce qu'en fait, ça ne lui demande aucun effort. Et ça, c'est fou que des gens avec des QI supposément à 3 chiffres et la majorité juridique soient incapables de comprendre cette différence fondamentale. Et
Eh oui, bon, bah après c'est sûr que par rapport à une époque, je me suis donné les moyens justement peut-être de réussir, mais c'est aussi ça qui pousse justement les hommes à s'améliorer. Donc après, on voit plusieurs discours de mecs qui font les red pills, machin et tout, mais c'est sûr que si les gars ils se donnent pas les moyens pour réussir, pas forcément là-dedans, mais que ce soit au travail et autres, c'est sûr qu'ils vont pas y arriver non plus, quoi. Bah, moi, j'ai dit ce que je pensais dans un podcast VIP sur Andrew Tate, donc je t'invite avant ton départ à le consulter. Tu confirmes que mon avis est nuancé, que je ne suis ni son fervent admirateur, ni un opposant. Tout à fait. Je suis nuancé sur la personne, et je dis que même si ça n'est pas ma tasse de thé sur la forme, le mec est quand même passé de nobody total, a fortiori ectomorphe, à champion de karaté, entrepreneur, même si bon, son produit c'était de vendre de la meuf à poil, donc évidemment ça se termine en prison, mais ça c'est son choix personnel, mais on ne peut lui enlever que le mec s'est sorti les doigts, même si aujourd'hui ce qu'il promeut et ce qu'il vend, je trouve ça discutable. Il apprend à faire du dropshipping entre autres, je trouve ça discutable, d'accord? Mais il n'empêche que le mec, il s'est bâti un physique, il s'est bâti une technique, il a affronté des combattants, il a gagné, il s'est barré, il a fait de l'argent, il a une notoriété, il a des femmes. Même si, sur la forme, ça coince parce que c'est pas ma forme, respect. Puis s'il a commis des délits ou des crimes, ça ne me regarde pas. Moi, je ne les connais pas. Je ne parle que du parcours entrepreneurial. Je ne sais pas pourquoi exactement ce qu'il lui a reproché, j'ai pas creusé, et puis voilà, qu'on ne me fasse pas surtout pas son défenseur, car encore une fois, pour moi, ça n'est ni un modèle, et je trouve qu'il est fait référence à cette personne chez les Red Pill de manière comme ça binaire et surabondante, et puis en plus il est dans la provoque, et en plus pour lui l'islam sauvera le monde, donc c'est dire à quel point on n'est pas en phase. Mais n'empêche que sur le parcours, respect, quoi, je veux dire... Oui. Mais ça rejoint un peu là, les interviews que tu disais à la rue, c'est que lui, il va faire genre alors c'est des sortes de podcasts aussi, ou des sortes de plateaux radio, je sais pas trop, où ils vont inviter forcément les plus grosses bimbos de la Terre qui font du OnlyFans et autres, et le souci c'est que les gars justement Red Pill, ils vont dire, ah bah vous voyez, toutes les nanas sont comme ça, ils savent pas faire la différence entre les nanas qui invitent et les femmes de tous les jours, quoi, qui en ont strictement rien à voir. Voilà mon garçon, puis-je faire autre chose pour toi? Eh ben écoute, je te remercie pour cette écoute, et puis bah j'espère que ça ravira ceux qui écoutent ta chaîne secondaire et qui se plaignent à chaque fois des rééditions de... Ouais, comme si c'était ma faute, hein, c'est moi qui veux pas uploader, bien sûr. Oui, voilà, donc moi je joue le jeu et j'invite les autres à en faire d'autant pour ravir... Je ne peux pas les forcer, ceux qui ne veulent pas être diffusés, et imaginez que je les force ou que j'enregistre à leur insu, imaginez ce que je prendrais dans les dents. Ah oui, tout à fait. Voilà, bah écoute, merci. Et puis, bah, de toute façon, je continue à te suivre, et malgré que je ne sois pas VIP, je profiterai sans doute des... Comment ? Malgré que, en admettant que... Malgré que je ne serai plus VIP, bon, en fait, le principal souci, bah, c'est forcément financier, hein, bah, c'est toujours un coût, mais je ne regrette aucune dépense sur tes séminaires, mais bon, c'est un peu la phase de reconstruction, c'est-à-dire essayer de partir sur d'autres projets. Je n'hésiterai pas à profiter des fois des offres que tu fais dans l'année quand il y a un séminaire qui me fera envie. Voilà. Eh bien, merci à toi et bonne chance.